Je me tourne vers vous, Général Michon. Vous êtes officier général de la zone de défense et de sécurité de l'Ouest. Et vous avez été aussi au cœur de l'opération Barkhane au Mali. L'Europe et la France ont cru qu'on pouvait désarmer. On voit que l'Allemagne se retrouve dans une position extrêmement difficile aujourd'hui. Comment est-ce que vous, en tant que militaire, vous avez vécu ces dernières années et quelles responsabilités aujourd'hui sont celles de l'armée et comment vous voyez votre rôle ? Merci de vos deux bonnes questions. Par rapport à messieurs les ministres, moi je vais me situer à celui que vous venez de recadrer devant vous tous, à savoir ma juste place de général, c'est-à-dire de chef militaire, dans une démocratie évidemment, qui se trouve être occidentale, sous l'autorité d'un politique, quel que soit le mode d'élection, que l'on va considérer évidemment comme légitime. Et je vais répondre à vos questions dans ce sens-là. Je vais prendre des exemples concrets de l'action des armées françaises au Sahel, puisque c'est la question posée initialement, Madame Hutin, et l'étendre à quelques exemples un peu plus anciens, puisque je suis évidemment plutôt à la fin d'une carrière de, en gros, 40 années d'engagement des armées dans des modes très différents depuis la fin des années 80 jusqu'à aujourd'hui, pour essayer d'incarner et vous illustrer la façon dont le soldat français est engagé. Le titre initial, c'était « Comment l'armée française œuvre à la paix », ce qui peut paraître un peu provocateur, ou en tous les cas interrogateur. Et après ces 40 années passées, je reste persuadé que oui, on a parlé de force et de droit, le soldat français a sa place dans les équilibres à établir, rétablir, etc. Avant de démarrer, donc j'ai moi aussi une demi-heure, c'est bien cela. Deux petits rappels qui sont fondamentaux pour nous soldats, mais pour vous tout autant. La vocation du soldat est de défendre sa patrie. On parlait de patrie à l'instant, c'est-à-dire un pays ou des territoires, une population, des Français, où qu'ils se trouvent dans le monde d'ailleurs. Et puis de défendre aussi, on oublie parfois de le rappeler, mais pour un soldat c'est évident, de défendre tout simplement des intérêts français. Et chaque soldat, c'est valable pour tous les pays, défend les intérêts de sa patrie. Ça, c'était le premier appel. Le deuxième, c'est que nous avons évidemment une relation très directe à la vie et à la mort, puisque le soldat a une vocation particulière, et alors le chef encore plus, de non seulement risquer sa peau, risquer la vie des subordonnés, ça commence au grade de caporal, mais surtout, et ça on le dit parfois aussi un peu moins, de donner la mort, ou de donner l'ordre de tuer. Ce qui est une responsabilité exorbitante à tout point de vue. Ça, c'était les deux rappels fondamentaux. Donc le rapport à la mort et à la vie, et là, on pourra revenir peut-être dans les échanges, mais je ne suis pas d'accord avec mes deux prédécesseurs sur les 80 années extraordinaires qu'on a vécues. Pardon, parenthèse pour l'Europe, si on nommait les Balkans. Parenthèse pour l'Europe, si on nommait les Balkans, et si on oublie pour les armées françaises les 20 années de 45 à 62. Donc ça réduit un peu le champ. Et un soldat français qui termine 4 décennies d'engagement peut vous témoigner que, bien sûr, la guerre n'avait pas disparu pendant tout ce temps-là, loin s'en faut, dans notre horizon, un peu plus lointain. Je vais vous partager 3 idées, tout simplement, et encore une fois, ma plus modeste place de chef français, lieutenant, capitaine, général. D'abord, et c'est fondamental pour nous, nous avons besoin de ça et nous l'exigeons du chef politique, et M. Le Drian pourra le confirmer, le soldat a besoin, avant de s'engager, d'avoir une idée claire, avant d'engager le combat, de quel est l'objectif politique le plus clair possible. On appelle ça un état final recherché, peu importe, l'état dans lequel on veut aboutir à la fin, politiquement, parce que sinon on ne peut pas s'engager correctement. Et cette action du soldat, cette action militaire, elle est toujours liée donc à plein d'autres acteurs. Vous n'imaginez pas à quel point le soldat s'engage toujours accompagné d'autres acteurs. Alors ils sont français, ils sont européens, ils sont otaniens, peu importe, ils sont onusiens, mais nous ne sommes pas les seuls. Ils ne sont jamais
seul en tant que soldat pour répondre à une crise ou être engagé quelque part. On appelle ça l'approche globale, pour faire un peu de doctrine, peu importe, et je voulais vous souligner comment. On m'a demandé d'appuyer mon propos sur plutôt le Sahel et mon expérience de commandement pendant 1 an, au moment où on a changé complètement le portage de Barkhane. Une petite incise, moi j'ai commandé la force Barkhane au moment où on m'a dit il faut réduire par 2 l'engagement des militaires, il faut accueillir les Européens, et tout ça on l'a fait très conformément aux ordres reçus. Et à un moment où on a en plus dû se désengager du Mali en raison d'un choix de la junte de faire appel à Wagner, et j'en passe, c'est les meilleurs. En quoi nous n'agissons pas seuls en tant que soldats français? Et cet exemple-là, il va aller dans les Balkans, il vaut au sud du Liban, etc. Lorsque le soldat français a pour mission de faire baisser la tête à l'ennemi, donc de combattre des groupes terroristes pour qu'ils ne prennent pas trop d'ampleur, c'était juste ça l'intention. Ce n'était pas éradiquer le terrorisme, qui est un non-sens, même si ça a parfois été prononcé. Faire baisser la tête aux groupes terroristes, après Serval, après avoir bloqué l'avancée sur la capitale, sur Bamako. Et simultanément, faire monter en gamme l'armée malienne, mais l'armée nigérienne aussi. Faire monter en gamme les armées locales pour que l'ennemi terroriste soit à sa portée. Ça, c'était les objectifs où le militaire est directement menant. C'est-à-dire que c'est lui qui est plutôt le leader pour faire monter l'armée malienne, passer de 7 000 à 40 000 hommes pendant ce laps de temps, ou essayer d'endiguer un tant soit peu les groupes terroristes. Et simultanément, et ça a été moins mis en avant parfois dans l'histoire de Barkhane, c'est d'agir avec les États ou tous les acteurs étatiques ou institutionnels, on va dire au sens large, rétablir un minimum de services aux populations que doit porter tout État, la justice, l'éducation, l'aménagement du territoire, pour parler comme un occidental, en gros l'accès à l'eau, à la nourriture, c'est dans des contrées où il faut survivre d'abord. Et cette troisième action, nous ne sommes, en tant que soldats, que celui qui permet l'action de l'autre. Et le 4e volet était permettre l'action humanitaire. Les organisations internationales, les ONG, qui ne peuvent agir qu'avec un minimum de sécurité. Et donc l'engagement était bien global d'emblée. Et donc le soldat peut réussir sa tâche sans que les autres aient le temps, par exemple, d'accomplir la leur. Mais on ne conçoit pas une action, dans ce cadre-là, le soldat seul. Ça n'a aucun sens. Si on arrive à une situation de guerre, entre États, entre pays, entre grosses entités militaires, le militaire n'est pas seul non plus. Et il est essentiel, je me tourne vers mon voisin de gauche, que le diplomate continue à agir pendant la guerre. C'est tout ce qui s'est passé entre 14 et 18, entre 39 et 45, où j'espère aujourd'hui, pour l'Ukraine et la Russie, ou d'une autre façon dans les négociations à travers des tierces parties pour Israël contre le Hamas, le diplomate doit continuer à parler à l'autre, pas parler seulement aux amis, parler à l'ennemi. Si le diplomate ne fait plus ça pendant que le soldat combat, on ne va pas vers la paix ou vers la résolution du conflit. Et les autres acteurs sont tout aussi importants. Comment je vais reconstruire? Quelle est la suite? Il y aura toujours une suite. Il y a malheureusement toujours des guerres, il y a toujours des sorties de guerre. Et donc ça se prépare dès le début, en réalité, avec une clarté politique à avoir. En tout cas, elle est indispensable au soldat. Donc le soldat n'est jamais engagé seul. Deuxième idée, toujours le rapport de force, très concret, très militaire, là pour le coup, compte. Sur le plan tactique, c'est-à-dire très localement, sur le plan, on appelle ça opératif dans notre jargon, c'est-à-dire un théâtre d'opération, si vous voulez, et sur le plan stratégique. Et sans rapport de force bien appréhendé, on ne peut pas trouver d'issue à tout conflit, que ce soit un différend de faible intensité ou une guerre plus atroce et cruelle. Si je souligne ça, c'est que les Européens l'ont parfois oublié, les dividendes de la paix, etc. Et je ne sais pas si c'est les Nations Unies qui ont permis la parenthèse de 80 années. Je pense que c'est plutôt, ou au moins tout autant, l'équilibre des forces. L'équilibre des forces, avant même les résolutions des Nations Unies, indispensables sur le plan de la légitimité. Sans équilibre des forces, il n'y a pas de stabilité. C'est malheureux peut-être, mais c'est comme ça. Et donc le rapport de force compte. Je vais l'illustrer à travers d'abord une condition de ce qu'on appelle la guerre juste, pas simplement ici pour les catholiques, pour les chrétiens ou pour des avant Cicéron par exemple. Une guerre ne peut être juste que s'il y a des chances raisonnables de succès.
c'est que s'il y a une forme de proportionnalité, sinon ce n'est pas une guerre juste. Et les Européens ont oublié ça, encore une fois, en tous les cas depuis... alors, on est en train de le retrouver, vous l'avez souligné, mais on l'avait oublié quand même pendant les années 90-2000, un peu parfois, ou certains. Et donc, le droit ne se fait pas respecter sans un minimum de force pour venir l'appuyer. C'est d'ailleurs valable en interne d'une société, mais c'est moins mon domaine. Et donc, la démocratie ne peut pas ne pas être un minimum forte, sinon tous les tyrans vont toujours gagner. Et ce n'est pas ce que l'on souhaite, évidemment. Donc, on doit retrouver la volonté d'être fort militairement. Non pas pour écraser le voisin, non pas pour être nationaliste, mais parce que sinon le droit ne sera pas respecté. Le rapport de force tactique qui compte. Je vais très, très loin en arrière de mon expérience. Souvenons-nous des casques bleus. J'étais casque bleu au sud Liban, j'étais casque bleu dans les Balkans. Les Balkans, 200 soldats français et britanniques enchaînés sur les ponts, puisque pas d'autorisation d'ouvrir le feu. Voilà. Donc quand on est faible, on subit la faiblesse face à un tyran. L'enclave de Srebrenica et les casques bleus néerlandais qui sont aussi placés dans des situations un peu impossibles pour un militaire. Et à l'inverse, quelques jours après, le général Lecointre témoigne régulièrement de cet épisode-là, changement dans la guerre, des règles d'ouverture du feu qui changent, les mêmes armées, et notamment les Français, les Britanniques et les Néerlandais, qui constituent une force de réaction rapide et qui imposent une forme de paix, puis un accord de l'OTAN qui impose la paix aux différents belligérants. Et donc les mêmes unités, simplement en changeant les règles d'ouverture du feu, imposent par la force la paix aux belligérants. Donc quand on est trop faible, militairement, l'objectif politique n'est pas atteint. C'est irrémédiable et c'est très tactique. Et à l'inverse, quand le militaire est suffisamment fort pour permettre que la solution politique puisse avancer, il ne garantit pas que, pour autant que la situation politique aboutisse, mais en tout cas, il permet qu'elle soit possible. Le deuxième sujet sur les rapports de force vus du militaire, je l'évoquais, c'est que toute guerre se termine à un moment ou à un autre. Une guerre d'usure initiée par Poutine, qui attend bien sûr les élections européennes, puis les élections outre-Atlantiques, etc. Mais toute guerre se termine. Et elle se termine sur un arrêt temporaire des hostilités, qui s'appelle en général un cessez-le-feu, c'est-à-dire qu'à un moment, là aussi, le rapport de force compte. Qui arrive avec quoi comme situation sur le terrain de perte, de terrain conquis, pas conquis, qu'est-ce qu'on est prêt à concéder? Et là, le rapport de force compte dans la négociation et l'issue très militaire, très tactique, qui peut être temporaire, de ce qui va déboucher derrière. Une paix juste, une paix injuste, qui va provoquer la guerre d'après. On connaît ça en Europe. Et c'est un facteur qu'il ne faut pas oublier, là encore, lorsqu'on est, je pense, une démocratie. Sinon, les tyrans, là aussi, s'en sortiront toujours bien avec des coups de force initiaux, un rapport de force concret qui feront que de gage en gage, on n'arrêtera pas la guerre, en tout cas pas la guerre voulue par le tyran. Et puis sur ce dernier volet, pas de retour du droit, pas de retour des règles minimales s'il n'y a pas de force. Donc c'est le chaos entre les factions, c'est la Libye, faute stratégique me semble-t-il, en tout cas sur le plan militaire, quand on ne sait pas imposer la suite, et donc le chaos règne, et là toujours le plus fort s'en sort bien, avec des atrocités qu'on a connues sur certains territoires. Je ne parle pas de la Libye, je parle d'autres terrains d'engagement des armées, et le plus faible qui paye, puisque c'est ça le chaos, c'est ça l'anarchie lorsqu'on raisonne au niveau d'un pays, ou même pour les pays entre eux. Le plus faible paye. Je ne compte pas aller plus loin dans ce rapport de force, mais on pourrait parler de la dissuasion dans ce cadre-là, qui là, a vocation à empêcher la guerre, par le côté déraisonnable qu'elle doit mettre dans la tête du potentiel adversaire, et la dissuasion qui est le choix français, en toute indépendance, c'est l'emploi ultime d'une force incroyable qui a pour petite particularité de devoir se démontrer régulièrement. Et nous devons démontrer que nous sommes crédibles pour ne pas être attaqués et conserver une paix ou éviter la guerre. Prenez-le comme vous voulez. Troisième idée, toujours évidemment, la légitimité de la cause est plus importante, c'est un avis personnel, que la légalité. Et donc l'autorité doit être l'autorité qui engage une armée, en tous les cas l'autorité française, en ce qui nous concerne, doit être bien sûr une autorité légitime, ce n'est pas un sujet de discussion en France, doit adopter
une cause légitime, ça peut être un sujet de débat, ou ça doit être un sujet de débat dans la nation. Article 35, on peut revenir sur la Constitution qui a évolué, et c'est assez heureux, qui pourrait encore évoluer. Et ensuite, avec cette cause légitime décidée par une autorité légitime, le soldat, lui, a une responsabilité, le chef militaire notamment, a une responsabilité qui est notre quotidien, qui est le juste emploi de la force. Bien sûr, la proportionnalité, même s'il faut attaquer pour reprendre une province qu'on a perdue, par exemple. Le juste emploi de la force. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ferme ou offensif. Ça veut dire qu'on doit être proportionné et réfléchir à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on engage comme dégâts et pertes sur le terrain sur lequel on est engagé, que ce soit chez nous ou chez un allié ou toute autre configuration. L'exemple classique de la cause légitime plus que légale, c'est bien sûr, on le sait bien en France, les combats menés par la France libre depuis Londres ou l'Afrique, où en fait on était dans l'illégalité complète, quand on était soldat de la France libre, et on était bien légitime pour conduire un combat et libérer notre pays. Ça nous amène évidemment à ce qu'on appelle la guerre in bello, c'est-à-dire le droit de la guerre. Comment exerce-t-on la guerre lorsqu'on est dans l'armée française aujourd'hui? Et là aussi on peut ensuite, dans la deuxième partie de la soirée, déboucher sur la façon dont la guerre entre Ukrainiens et Russes se mène, ou la façon dont Israël agit dans la bande de Gaza. Les soldats français sont, me semble-t-il, et je dis, je suis juge et partie, évidemment, assez exemplaires de leur réflexion et leur action, surtout, armée d'emploi, souvent employée par le politique pour intervenir dans une crise, s'interposer, imposer la force, réagir en alliance avec un tel, etc. L'armée française est, je pense, assez, au moins respectable, sinon exemplaire dans l'emploi de la force. Je tenais à vous, voilà, je profite de cet auditoire pour le rappeler. Et c'est une condition pour que la paix ensuite soit établie. À ne pas être dans cette configuration, on interdit la paix d'arriver, ou en tout cas elle n'est pas très durable derrière. Je vais prendre un exemple concret en revenant au Sahel. J'ai commencé par ça pour mon premier exemple. Lorsqu'on reçoit l'ordre, je reçois l'ordre de partir du Mali en 6 mois, ce n'était pas forcément prévu, ce n'était pas forcément facile à faire militairement, techniquement, logistiquement. On est au bout du monde. Wagner est déjà arrivé. Nous savons le prouver à nos autorités politiques, on le démontre, voilà. Malgré les affirmations des uns et des autres, oui, Wagner est bien là, oui, ce sont bien des Russes, et oui, il y a bien une intention cachée, niée par le pouvoir de la junte à Bamako. Et on se retire en 6 mois en respectant le canevas fixé par le politique, en continuant à empêcher, cogner les groupes terroristes autant qu'il nous est possible jusqu'au bout, pour aider les populations qu'on a aidées pendant 10 ans, pour continuer la mission de faire baisser la tête jusqu'au bout, en continuant à travailler en bon frère d'armes avec l'armée malienne, quels que soient les différents politiques, les grosses frictions politiques entre Paris et Bamako, entre frères d'armes qui avons combattu ensemble pendant une dizaine d'années, nous sommes partis en bons frères d'armes, des relèves sur position, les aidant à prendre nos postes de combat, à agir eux-mêmes contre les groupes terroristes. Et ceci permet l'avenir, ceci permet un après, et ceci, donc c'est une façon technique, si vous voulez, de se retirer, comme une façon technique de faire une offensive pour Serval, c'est quelque chose qui était très scruté par tous les pays africains. Tout le monde avait Kaboul en tête, ça a été évoqué. Les Français ne sont pas partis du Mali comme les Américains sont partis de Kaboul. Il y a une forme de crédibilité vis-à-vis de nos adversaires potentiels pour demain, vis-à-vis de nos alliés européens qu'on avait entraînés à venir avec nous. Je commandais, moi, un détachement de Barkhane au Mali qui était devenu quasiment complètement européen. Et donc il y a une forme de crédibilité à savoir faire ça en bon ordre, en sécurité, j'allais dire, et pas comme un sauvage. Et puis il y avait bien sûr la crédibilité du leadership en Europe des armées françaises, qui est un enjeu plus stratégique, qui n'était pas le mien au Sahel, mais ce que je faisais et la façon dont je le faisais au Sahel, vis-à-vis des Européens en général, avait évidemment une importance pour la suite. C'était au moment où, février 2022, ça vous rappelle probablement quelque chose, il se passait simultanément en Ukraine tout ce qu'on a vu se dérouler depuis. Voilà les 3 idées que je voulais vous partager. En conclusion, simplement, voilà, on peut être fier de la façon dont les armées françaises sont engagées,
Monsieur Le Drian était au Conseil de défense qui, régulièrement, pendant 10 ans, se sont posé cette question-là. Doit-on y aller? Oui, non, dans quelles conditions? Pour quel but? L'emploi de la force tel qu'il est exercé par les armées françaises est, je pense, un exemple. En tous les cas, je terminerai par là. Le CICR a choisi, il y a plus de 20 ans, comme ligne un peu stratégique, je ne sais pas s'il y a quelqu'un du CICR ici pour me contester ou me confirmer, de se rapprocher des armées françaises parmi les armées européennes, parce que armées d'emploi, donc engagées sur un certain nombre de théâtres d'opération, armées qui réfléchissent à l'usage de la force et comment le faire, et armées qui a une influence sur les autres armées occidentales sur tous les sujets sensibles que sont les prisonniers, les dommages collatéraux, le ciblage, l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, dirait-on, c'est l'actualité. Et nous avons, armée française, la chance d'avoir la confiance du CICR, non pas une confiance aveugle, mais très, comment dire, pas pointilleuse, un vrai aiguillon pour continuer à agir, j'allais dire, de façon à permettre une paix après l'engagement du militaire. Si la guerre n'est pas conduite comme ça, la paix qui suit ne peut pas être juste et durable, et donc on instille de la haine, car la haine existe dans ce bas monde malheureusement, et on provoque la suite sans fin. Voilà. Sans justice, pas de paix possible.